Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Nicolas Messier, ça me fait plaisir d'être avec vous en direct aujourd'hui suite à la diffusion de la webconférence sur les chiens d'assistance à la mobilité, les CAM. Donc, on a une première question ici, quelqu'un nous demande pourquoi ne peut-on pas caresser un chien en travail? Donc, la réponse en fait est assez simple. Les chiens d'assistance, quand ils sont en devoir, doivent avoir toute leur attention pour pouvoir se concentrer sur la tâche qu'ils ont à faire. Donc, ils doivent toujours être disponibles pour leur maître, pour une commande qui serait à donner au niveau de l'environnement aussi. Donc, quand on caresse un chien qui est en train de travailler, ben, ça l'empêche de se concentrer et il y a des risques donc qu'il fasse des erreurs dans son travail. Donc, ça peut être par exemple de bifurquer de façon inattendue vers une personne qui l'interpellerait, ce qui ferait en sorte que la personne qui est en train de se faire tirer, par exemple, ou pour lequel est en train de faire une tâche quelconque, pourrait être pris par surprise et donc, par exemple, tomber, faire une chute, ainsi de suite. Donc, sinon aussi, dans un autre ordre d'idée, ben, c'est sûr que faut comprendre que les chiens d'assistance, leur paye principale, c'est l'attention qui est donnée par son maître. Et donc, c'est sûr que quand quelqu'un vient puis donne finalement de l'affection, des caresses, des choses comme ça, ben c'est sûr que ça crée dans le fond un problème, c'est-à-dire que le chien n'a pas besoin de travailler si on veut pour avoir sa paye qui est l'affection qu'elle reçoit. Donc les chiens d'assistance sont entraînés pour être finalement des grands dépendants affectifs. Puis ça permet de justement créer un grand lien entre l'utilisateur et son chien à travers ce système de récompense-là. Donc, quand on vient finalement donner de l'attention ou des caresses à un chien qui est en devoir, ben, on brise, si on veut, ce contrat-là qui a été établi entre le chien et son maître. Donc, on a aussi une question ici maintenant de la part de Dominique qui dit « J'aimerais être famille d'accueil pour un chien Mira. Comment cela fonctionne-t-il? » Donc, les familles d'accueil, en fait, pour faire une histoire courte, sont finalement des gens qui accueillent des bébés chiens chez eux entre l'âge de quelques semaines, quelques mois et un an à peu près, et qui vont leur enseigner l'ensemble des commandes de base, donc c'est-à-dire assis, couché, le mettre propre aussi, et qui vont aussi vraiment contribuer à la socialisation du chien. Donc la socialisation du chien, c'est dire que la famille d'accueil va être en permanence avec le chien, donc que ce soit au travail, aux études, bref, et de l'amener dans le plus d'environnements différents possible. L'intérêt de ça, c'est donc de confronter le chien à un ensemble de situations différentes qui va permettre d'une part qu'il soit moins surpris ou moins excité quand il arrive dans des nouveaux endroits, vu que ça va réduire le nombre d'endroits inconnus, si on veut, auquel le chien va être confronté par la suite. Puis d'autre part, pour réduire les peurs, par exemple, on va essayer de leur faire prendre des escaliers roulants, des ascenseurs, des choses comme ça qui, dans certaines circonstances, il y a certains chiens qui ont peur de ces situations-là. Donc, pour devenir une famille d'accueil, en fait, il faut contacter Mira. Mira est toujours à la recherche de bonnes familles d'accueil pour ses chiens. Il y a eu dans les dernières années une augmentation fulgurante, si on veut, de la demande au niveau des chiens d'assistance, notamment en raison de la nouvelle clientèle TED, donc les jeunes enfants ou même adolescents, je crois, donc il y a toute une nouvelle clientèle qui se développe, fait en sorte qu'il y a un besoin grandissant de chiens. Et donc, il y a toujours besoin de familles d'accueil. La famille d'accueil se présente de façon régulière chez Mira pour des suivis, tout ce qui est au niveau là, finalement des frais, là, que ce soit la nourriture, le vétérinaire, ainsi de suite. C'est tout Mira qui prend ça en charge. Et par ailleurs, ben, c'est sûr que l'élément qui est très important, c'est vraiment donc toute l'éducation qui est faite auprès du chien pour
l'équiper le mieux possible pour qu'il devienne un chien d'assistance, un chien guide par la suite. Souvent, ce qu'on entend, c'est les gens qui disent moi j'aurais vraiment la misère à prendre un chien comme ça pendant plusieurs mois, puis l'amener propre, m'attacher, puis finalement, rendu à 1 an et demi, ben je dois m'en défaire parce que finalement, le chien s'en va à faire son évaluation pour voir s'il est capable de devenir un chien d'assistance. Et puis, finalement, c'est sûr que une fois que ce moment-là est arrivé, ben il faut se départir du chien, ce qui est effectivement des fois un peu difficile au niveau émotionnel. On a un attachement qui est là, mais c'est vraiment pour une bonne cause. On sait d'avance que ces chiens-là c'est pas des chiens de compagnie. L'objectif, c'est vraiment de les transformer en chiens de travail. Donc, les gens qui l'ont fait, à qui j'ai parlé, ont eu toujours de très bonnes expériences à ce niveau-là. Puis, étaient très fiers de leur chien quand ils ont passé l'évaluation puis qu'ils ont eu la confirmation qu'ils allaient devenir des chiens d'assistance. Puis souvent, en fait, les gens se rembarquent pour d'autres chiens après. Donc, après le premier chien, ils en prennent un nouveau en famille d'accueil, et ainsi de suite. J'ai même vu des super familles d'accueil qui avaient 3 chiens en même temps. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très dédiés. Donc, c'est sûr qu'on encourage très fortement les gens à devenir famille d'accueil. C'est quelque chose d'essentiel pour réussir à avoir des chiens. On a ici Mélissa qui nous demande « Qu'arrive-t-il aux chiens à leur retraite? » Donc, c'est une très bonne question. Comme on disait dans la webconférence, les chiens ont une durée de vie utile, si on veut, de quelques années. Donc, ça peut varier de, disons, 6 à 7 ans, 8 ans, dépendamment du travail qui est fait du chien et finalement de ce qui est demandé de lui. Donc, les chiens, une fois que soit ils se mettent à avoir des problèmes de santé ou il y a une fatigue qui s'installe, il y a donc une mauvaise réponse aux besoins qui se créent, il y a différentes options qui se peuvent. C'est sûr qu'il faut comprendre qu'un chien, même, c'est sûr, on passe 24 heures par jour avec pendant plusieurs années, on s'y attache énormément, mais il faut garder en tête que c'est un chien qui est là pour nous aider. Donc, un chien de travail et il y a un moment finalement où si cette aide-là est pas là, avoir un chien peut devenir en fait presque un poids pour certaines personnes, certains utilisateurs. Donc certains problèmes de santé nécessitent par exemple que le chien puisse plus aller se promener ou il doit avoir des traitements de façon régulière ou des opérations, des choses comme ça, ce qui fait en sorte qu'il doit être mis à la retraite. Quand on dit qu'il est mis à la retraite, c'est qu'il ne peut plus travailler. Donc, la première chose qui est suggérée, en fait, c'est de regarder dans l'entourage de la personne, de l'utilisateur, pour voir si quelqu'un qui connaît déjà bien le chien, puis qui l'aime, serait intéressé à le prendre comme chien régulier. Donc, par exemple, ça peut être un frère, la mère, un copain, un ami. Si ça c'est pas possible, la deuxième chose qui est regardée par Mira, c'est voir si la famille d'accueil qui avait eu ce chien-là pendant les premiers temps serait intéressée à le reprendre pour la période de retraite. Parce qu'il faut s'entendre, ces chiens-là souvent sont encore d'excellents chiens de maison. Là. Donc c'est des chiens qui sont clés en main si on veut, et ils ont encore de belles années devant eux pour faire ce qu'un chien domestique fait. Et là, finalement, s'il n'y a pas encore fait la famille d'accueil, si finalement elle n'est pas, elle, intéressée ou c'est pas possible pour elle de reprendre le chien qui part à la retraite, bien, dans ce cas-là, il y a une liste de personnes qui sont intéressées à prendre des chiens à la retraite que Mira a. Et donc, elle contacte et puis elle trouve finalement une famille pour qui ça serait un bon match avec le chien en question. Donc, c'est sûr que des fois, on est tenté de dire je vais quand même garder mon chien, je vais peut-être même en prendre un autre, un nouveau chien d'assistance pour le remplacer. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé par Mira parce que en fait, ça permet difficilement au nouveau chien de venir s'insérer dans le portrait et de prendre sa place. Donc, au niveau du bonding, la relation
qu'il faut établir avec un nouveau chien est beaucoup plus difficile pour une personne, un utilisateur qui aurait déjà un chien à la maison, étant donné que celui qui est déjà là, c'est chez lui en premier. Donc, il faut faire un peu place neuve, puis laisser la place au nouveau chien pour ça. Donc, c'est ce qui arrive avec la question de la retraite. On a une question ici qui nous demande on voit souvent des chiens avec des foulards rouges. Quelle est la différence avec ceux qui portent un harnais? Donc c'est une excellente question. Puis en fait, c'est quelque chose qui a changé un peu avec les années. Par le passé, on avait aussi, en plus du harnais qui permet d'identifier un chien de travail en fonction, on avait les foulards. Donc les chiens d'assistance avaient un foulard bleu avec l'effigie, donc le logo de Mira dessus, qui permettait d'identifier assez facilement les chiens d'assistance au travail. Maintenant, ça a changé. Les foulards sont vraiment plus à titre décoratif, donc c'est-à-dire ça permet quand même aussi d'identifier visuellement un chien, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un foulard, il est forcément en travail, puis c'est pas la méthode préconisée par Mira. Par contre, au niveau des foulards rouges, ce que ça l'indique, c'est que c'est des chiens qui sont en famille d'accueil, en sociabilisation. Donc, souvent, on va les voir, des petits puppies vraiment cute qui ont leur gros foulard rouge. Donc, c'est des chiens qui sont en famille d'accueil ou encore qui peuvent être en entraînement parce que Mira va aussi à l'extérieur pour entraîner leurs chiens, donc dans les environnements publics, que ce soit des parcs, des centres d'achat, des choses comme ça. Donc, on va voir à ce moment-là des chiens qui sont avec un foulard. Mais donc, les utilisateurs eux-mêmes qui ont des chiens en travail, c'est vraiment le harnais qui est finalement l'indicateur du fait que le chien est en devoir. On a ici Brigitte qui nous demande est-ce que les cams peuvent jouer parfois? Donc la réponse est évidemment oui. Il faut quand même se rappeler que même si c'est des chiens de travail, ça demeure des chiens. Et les chiens ont besoin, d'une part, oui, de faire de l'exercice. Donc, ça, c'est quelque chose qui souvent peut être une fonction qui peut être remplie par le fait d'être en traction, d'aller se promener, de faire des choses à l'extérieur. Mais en même temps, un chien a besoin de jouer, a besoin de se dégourdir les pattes et le cerveau aussi en jouant. Donc, en dehors, à la maison, par exemple, un chien est très rarement en devoir. Donc, un harnais, normalement, on le met quand on sort de la maison, quand on s'en va ailleurs. On arrive à la maison, on enlève le harnais, puis le chien redevient, somme toute, un chien régulier. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des jouets, ça veut dire qu'on s'amuse à faire des jeux, ça soit des fois quelque chose comme la cachette, par exemple. On s'en va dans une pièce, le chien essaie de nous trouver. Moi, par exemple, personnellement, on a un autre chien à la maison aussi, qui n'est pas un chien d'assistance, qu'on a eu après Bagou, mon chien d'assistance. Et les deux ensemble, ben, c'est sûr que ça, ils s'amusent à se courir après, à jouer, bref. Les chiens ont besoin d'avoir ce moment-là aussi pour exister puis avoir leur propre temps personnel, donc en dehors du travail. Il y a Élise ici qui nous demande existe-t-il différentes sortes de chiens d'assistance? Effectivement, bon, on a déjà parlé dans la webconférence du fait qu'il y avait des chiens guides, donc pour les personnes non-voyantes, mais au niveau des chiens d'assistance, il y a, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, d'une part, les chiens d'assistance à la mobilité, comme Bagou ici. D'ailleurs, en profiter pour vous montrer en ce moment, je suis au bureau, puis je vais vous montrer qu'est-ce que Bagou fait pendant la journée, pendant que je travaille à l'ordinateur. Alors, elle est ici, elle est couchée dans son petit coin, comme ça, et elle peut rester comme ça pendant plusieurs heures, sans que ça soit un problème. Ça fait partie des tâches. Donc là, en ce moment, elle a pas son harnais sur elle, mais pour elle, ça demeure un lieu où est-ce qu'elle sait qu'elle est en travail, elle a son tapis, et elle fonctionne comme ça. Donc, pour revenir à la question, pardon de la parenthèse, donc les chiens d'assistance à la mobilité comme Bagou permettent vraiment là, de venir en aide aux personnes qui ont des enjeux de mobilité.
Et il y a aussi des chiens d'assistance pour les enfants TED, comme je disais un peu plus tôt. Donc, c'est des chiens qui sont entraînés différemment, qui ont d'autres aptitudes que ceux pour, par exemple, les chiens guides ou les chiens d'assistance à la mobilité, et qui vont vraiment aider finalement à certains troubles du spectre de l'autisme, comme on dit. Donc, permettre à la personne de se calmer, de se focusser, d'éviter des crises. Donc, c'est sûr que moi, je suis un peu moins expert sur cette question-là, mais oui, donc il y a plusieurs sortes de chiens qui existent pour différents types de besoins. Puis d'ailleurs, c'est pour ça, hein, quand une famille d'accueil rend un chien à Mira, puis qu'ils vont en évaluation, ben ils vont regarder ses aptitudes naturelles, puis selon le tempérament du chien, selon ses capacités, selon sa grosseur, selon différents critères, il va être classé dans une catégorie plus que dans l'autre, et donc il va avoir un entraînement spécifique pour répondre aux besoins de cette clientèle-là en particulier. Donc, on a Marlène ici qui nous demande combien de temps un chien peut-il travailler. Donc, ben ça, j'ai comme je disais un peu plus tôt, ben c'est sûr qu'il y a, ça dépend d'un chien à l'autre. La durée de vie utile d'un chien va varier en fonction de sa capacité à répondre aux demandes, aux besoins de son utilisateur. Donc, c'est sûr qu'un chien, par exemple, de traction, ben on va demander un effort physique qui est quand même important à ce chien-là. Donc, c'est sûr que des fois, à partir de l'âge de 9 ans, il peut commencer à avoir des boiteries, par exemple, donc un problème avec une patte, une hanche, choses comme ça qui font en sorte que le chien a de la difficulté à tirer de façon adéquate sans se faire mal. Puis c'est sûr que ben on va pas demander à un chien de continuer à travailler alors que son physique ne lui permet pas. Puis souvent, en fait, il faut le dire, les chiens sont tellement vaillants que c'est difficile presque d'évaluer une blessure qui serait pas apparente. Donc les douleurs, des choses comme ça, les chiens sont souvent très peu prompts à les montrer. Les chiens veulent continuer à travailler, veulent continuer à aller se promener. C'est souvent nous, comme maîtres, qui devons déterminer que finalement le chien commence à avoir certains enjeux et que c'est pas possible de continuer à laisser travailler. Donc en fait, quand ces situations-là se présentent, ben c'est sûr que il faut contacter la Fondation Mira qui vont regarder la situation, il va avoir une évaluation qui est faite des problèmes que le chien a, puis de décider si finalement oui ou non le chien est dû pour partir à la retraite. Donc, je dirais qu'en général, pour un chien d'assistance à la mobilité, à partir de 9 ans, il faut commencer à regarder ces éléments-là. Rarement, les chiens vont continuer à travailler passé l'âge de 11 ans, 12 ans maximum, dans ceux que j'ai croisés. En général, ils commencent à avoir des problèmes de santé qui font en sorte qu'on les met à la retraite. On a ici Karine qui nous demande « Est-ce que je peux voyager avec un CAM? » Donc, la réponse est oui, absolument. Donc, c'est possible de prendre tous les types de transports qui existent avec un chien d'assistance à la mobilité. Comme on disait dans la webconférence, les CAM sont considérés comme des aides techniques, au même titre par exemple qu'un fauteuil roulant. C'est sûr qu'il faut prendre en compte que c'est pas d'une part tous les moyens de transport qui permettent de se déplacer de la même façon avec son CAM. Et c'est même par exemple, l'exemple le plus complexe, si on veut, c'est les voyages par avion. De la même façon que quand on voyage avec un fauteuil roulant, ben, il y a des compagnies pour qui c'est plus compliqué que d'autres, il y a des restrictions. Quand on voyage à l'étranger, chaque compagnie aérienne a ses propres règlements par rapport à ça. Par exemple, une fois on est allé avec ma collègue Lise qui a aussi
un magnifique, magnifique caniche royal, Satie. Et donc, on est allé à Paris pour une conférence, en fait pour un échange dans le cadre du travail. Puis, Satie avait son propre banc à elle. Donc, il y avait Lise sur son banc qui devait finalement transférer, là, bon, avec le petit siège qui permet de circuler à travers les allées. Puis, il y avait Satie à côté d'elle sur sa propre place. Mais c'est pas le cas partout. C'est sûr que les chiens vont jamais en soute à bagages, mais il faut s'informer. Donc, puis il faut s'informer aussi au niveau de la destination, parce que il y a certains endroits où c'est absolument pas un problème. Les chiens d'assistance sont très bien reconnus et c'est pas très compliqué. Donc, mais par contre, il y a d'autres endroits où, par exemple, on va exiger vraiment d'avoir des preuves médicales au niveau vraiment des vaccins, des choses comme ça, et même parfois d'exiger une quarantaine. Donc, il y a plusieurs endroits pour lesquels ça peut être compliqué d'amener un chien, surtout pour des courts séjours. Donc, c'est vraiment quelque chose à s'informer, souvent avec un agent de voyage, c'est la meilleure chose pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises et aussi de s'assurer d'avoir une compagnie aérienne qui répond facilement aux exigences ou qui ne va pas, par exemple, demander à ce que le chien soit mis sous tranquillisant pendant le vol, des choses comme ça. Donc, toutes des choses à vérifier, mais il faut savoir que oui, effectivement, c'est possible de voyager avec son CAM. On a Mélissa ici qui nous demande « J'habite dans un appartement et je n'ai pas le droit d'avoir d'animaux. Est-ce que le propriétaire a le droit de me refuser un chien d'assistance? » Donc, la réponse n'est pas simple à cette question-là. D'une part, on peut dire que comme le chien d'assistance est considéré comme une aide à la mobilité, on ne peut pas refuser l'accès à un lieu, même si c'est un appartement ou quelque chose, un lieu privé, en raison du chien lui-même. Donc, selon la Charte des droits et libertés de la personne, la réponse est non. La réalité est que Mira, avant d'octroyer un chien d'assistance, va demander à avoir une autorisation écrite de la part du propriétaire si le bénéficiaire habite dans un appartement qui est loué. Parce que on a vu à différentes reprises des problèmes avec cette situation-là. Donc, la réponse, c'est donc non. Un propriétaire n'a pas légalement le droit de dire non, mais il peut causer des problèmes si effectivement il décide mordicus de refuser que la personne ait un chien et que ça fasse partie des conditions du bail de la personne avant qu'elle ait son chien d'assistance. C'est sûr que par ailleurs, si une situation comme ça se présente, Mira va souvent intervenir pour faire de la sensibilisation auprès du propriétaire pour démystifier finalement qu'est-ce que c'est un chien d'assistance, ainsi de suite, s'assurer, rassurer le propriétaire pour lui faire la démonstration qu'il n'y a pas de risque pour son appartement, que les chiens ne feront pas de besoin, qu'ils ne seront pas non plus dérangeants pour les autres locataires. Mais en dernier recours, c'est des situations qui peuvent devoir aller au tribunal pour régler la question. On a Brigitte ici qui nous demande comment identifier un chien d'assistance à la mobilité en travail. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, dans le fond, ce qui fait qu'on peut savoir qu'un chien est en travail, c'est qu'il porte son harnais. Donc, on a le harnais ici. La démonstration. Donc, quand on voit un chien qui porte un harnais comme celui-ci, avec le logo de la Fondation Mira, on sait que le chien est en devoir et donc il ne faut absolument pas l'interpeller. Donc, il ne faut pas lui parler. Idéalement, il ne faut même pas le regarder parce que les chiens, souvent, un seul contact visuel sympathique et puis ils peuvent perdre leur concentration et avoir envie de venir voir la personne. Donc, ça, c'est une chose. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé non plus, ni dans la webconférence, ni dans les réponses live en direct ici. Mais ça arrive des fois que des gens, par exemple, doutent
de l'authenticité, si on veut, de notre chien quand on rentre à certains endroits. Ça peut être, comme je disais, on rentre dans un centre d'achat, le garde de sécurité nous interpelle, nous dit ah non, vous n'avez pas le droit d'avoir de chien ici. Là, ils disent ah ben ce chien m'ira, puis là ils disent ah ben il n'y a pas de foulard, il n'y a pas ça, donc il est mal informé sur par exemple comment identifier un chien. Ben les utilisateurs de chiens d'assistance ont toujours en leur possession leur carte d'utilisateur. Donc c'est une petite carte avec la photo de l'utilisateur, la photo du chien ensemble, un extrait aussi des chartes, de la charte des droits et libertés de la personne qui parle du fait qu'on ne peut discriminer une personne en fonction de son handicap. Et donc, ça permet de vraiment confirmer l'identité de la personne et de son chien et de montrer qu'il est en droit de circuler avec son chien d'assistance à la mobilité. Donc, ça semble pour l'instant faire le tour des questions des personnes qui étaient en ligne. Ben, je vous invite de toute façon, que ce soit dans les minutes à venir ou dans les heures, dans les jours à venir, à déposer vos questions en commentaire sous soit la vidéo en direct ou encore directement sous la publication de la webconférence sur les chiens d'assistance à la mobilité, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube même. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans les jours à venir. Donc, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager mon expérience en tant qu'utilisateur de chiens d'assistance à la mobilité avec vous. Et donc, mon nom est Nicolas Messier, puis je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.